Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, rentrée, anxiété et toujours plus d'émotions. Salut la famille! Ça y est, il était temps, c'est enfin la rentrée pour Animedia. J'espère que vous avez passé un super été, que vous avez pu profiter des rares jours de soleil qui se sont présentés à nous, que vous avez kiffé vos Jeux Olympiques si c'est votre truc. Personnellement, oui, je me suis fait un petit plaisir. Je suis allé voir la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques au Stade de France. C'était super. Et voilà, on est reparti donc pour une nouvelle saison et autant vous dire qu'elle va être très très chargée. On a beaucoup de films et beaucoup de bons films qui nous attendent pour cette fin d'année. Rien que jusqu'à fin octobre, le programme est très très chargé avec notamment des films qui sont passés par le Festival d'Annecy qui sortent enfin dans nos salles. Et puis on le sait, la période de fin d'année autour de Thanksgiving puis autour de Noël est forcément très propice à des sorties de films d'animation familiaux. Donc eh bien voilà, on va suivre tout ça ensemble dans cette nouvelle saison d'Animedia. On aura le temps bien sûr d'en reparler, mais avant de se tourner vers ce qui nous attend, je ne pouvais pas ne pas faire un petit retour en arrière, un gros retour en arrière même avec la principale sortie de cette année côté animation et même côté cinéma tout court, puisqu'on va parler du film qui a explosé tous les records. Je vais bien sûr parler de Vice Versa 2. Et je ne vais pas me confondre en excuses plus ou moins justifiées pour expliquer cette absence de 3 mois, mais à la place, on va attaquer directement dans le vif du sujet avec la bande-annonce et on se retrouve juste après. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne. Tristesse est dans la place. Voici Colère. Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents. Peur. Non, recrache, c'est pas nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà, ennui. Ennui. Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super. Bienvenue dans le quartier cérébral, l'embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mains moites, toi. Un an après la fin de Vice Versa premier du nom, on retrouve Riley, fraîchement diplômée et officiellement devenue une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont appris à bien travailler ensemble, ne savent pas trop comment réagir lorsque qu'anxiété débarque. Et si elle et les autres nouveaux arrivants ont tous envie de bien faire, ils vont bien vite perturber l'idée que Riley se fait d'elle-même. Vice Versa 2 est sorti le 19 juin 2024 chez nous. Il est réalisé par Kelsey Mann, écrit par Meg Le Fauve et Faith Holstein. C'est le 28e film du studio Pixar et donc la suite directe de Vice Versa, premier du nom sorti en 2015, qui était à l'époque réalisé par Pete Docter, qui revient pour cette suite en tant que producteur. À noter que Pete Docter est devenu en 2018 directeur artistique de Pixar après la démission de John Lasseter. Au casting VO, en plus d'Amy Poehler et Phyllis Smith qui reviennent pour rejouer les rôles de joie et tristesse. On a en plus Maya Hawke pour jouer anxiété, Ayo Edebiri pour jouer envie et Adèle Exarchopoulos qui double ennui. En VF, le casting est toujours aussi 4 étoiles avec toujours Charlotte Lebon, Marie-Lou Berry, Mélanie Laurent, Pierre Ninet et Gilles Lelouch, accompagnés donc par Dorothée Pousseau et Adèle Exarchopoulos qui revient jouer son rôle également en français.
Cette suite était très attendue et à moins d'avoir vécu dans une grotte tout l'été, ça ne vous aurait pas échappé que c'est un énorme carton absolument partout. J'enregistre 3 mois après la sortie du film et il est toujours disponible en salle un peu partout. Ce que je vous propose donc, c'est d'inverser la structure classique d'un épisode Animédia, de laisser la partie contexte pour la fin, où on va surtout revenir sur les retombées et les conséquences de ce succès cosmique pour Pixar, et on va attaquer tout de suite avec la partie critique, comme ça vous aurez mon avis un peu plus tôt dans l'épisode. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Vice Versa 2, par rapport à Vice Versa, n'a globalement pas à rougir. C'est une suite tout à fait honnête qui fonctionne très très bien sur les aspects émotionnels, comiques, avec des nouveaux personnages qui s'intègrent très bien à un univers enrichi du fait que Riley grandit et donc découvre encore une fois de nouvelles émotions et de nouvelles facettes d'elle-même. Alors, on va donc commencer par ce qui fonctionne pour moi toujours aussi bien dans Vice Versa 2 par rapport à Vice Versa 1, mais également en tant que film à part entière. On va essayer de le juger malgré tout en tant que film indépendant. D'abord, et ça saute aux yeux en premier lieu, la qualité esthétique, elle est indéniable, elle est tout aussi évidente que pour Vice Versa premier du nom. Le premier date de 9 ans et n'a absolument pas à rougir du passage du temps, mais là on sent quand même qu'il y a un niveau au-dessus en termes de rendu, en termes de direction artistique et même en termes de techniques d'animation différentes, puisque le film en est truffé, ça aussi on va y revenir. Donc là-dessus, ça fait évidemment plaisir de retrouver un univers qui s'est enrichi. On a de nouveaux lieux, de nouveaux personnages bien sûr, qui justement eux aussi ont leur propre design qui évidemment reflète leur personnalité. C'était également aussi le cas dans le 1 et ça a été gardé et pour le mieux. Ensuite, moi, il y a quelque chose que j'adorais dans le premier et qui revient là encore et qui m'a vraiment fait rire, mais vraiment rire à de nombreux moments dans le film, avec cette transposition littérale d'expression, puisqu'on est toujours en train de parcourir l'esprit de Riley, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit, comment elle le vit. Et donc, à ce niveau-là, moi, le sommet, on va dire, de cette écriture, c'est le moment où ils sont piégés avec leur ballon dans une brainstorm littérale, une tempête d'idées, où ils sont assaillis par des ampoules géantes qui tombent du ciel comme des éclairs. Là encore, ça marche super, super bien. C'est à la fois fin et en même temps super évident pour qu'on le comprenne immédiatement. Donc déjà, très très vite, on est quand même assez rassuré sur cette qualité d'écriture qui est restée, sur le fait qu'ils ont su capitaliser sur ce qui faisait la force du premier, qu'ils n'ont pas oublié le succès du premier, d'où il venait. Et c'est également le cas dans l'humour qui est toujours aussi présent. On passe d'une émotion à l'autre. C'était déjà la force du premier et ça l'est également dans Vice Versa 2. Et à ce titre-là, je voudrais revenir en particulier sur la scène du coffre-fort. C'est celle-là dont je parlais quand je parlais des différents types d'animations différentes. Et là, un peu comme pour la scène de l'abstraction, vous savez, dans le premier où ils étaient déconstruits en différents courants picturaux, et bien là, on a ça aussi avec différents personnages qui ne sont pas animés de la même manière. On a le personnage de jeu vidéo qui est en polygone type PS2, un petit peu grossier. Et on a surtout le fameux Pouchy qui, lui, est un espèce de décalque de Dora l'exploratrice, mais en encore plus vieux, ou vraiment typique des années 2000, avec un côté tout plat, vraiment en 2D tout plat, qui fait qu'il ne sait pas trop comment se situer dans l'espace par rapport aux autres personnages. Et puis, bien sûr, ça renvoie également au vécu du spectateur qui connaît cette référence, qui a potentiellement vu ces dessins animés à une certaine époque, ou qui au moins sait de quoi on parle. Et on a bien sûr un décalage avec le fait que c'est le personnage qui est tout mignon, tout gentil, qui va nous ramener des tonnes de dynamite pour faire sauter une colline un peu plus loin dans le récit. Donc ça, bien sûr, ça fonctionne très bien, comme le canyon du sarcasme, si on continue à citer des exemples, où là, c'est encore une fois la découverte d'un certain type d'expression. Quand on passe adolescent, on commence à se comporter un petit peu différemment, on commence à parler aussi différemment. Et là, avec ce phénomène comique que ce canyon déforme
comme le ton de la voix et l'intention qu'on lui donne, avec des personnages qui sont complètement outrés de la manière dont on leur parle, de la même manière que quand on est parent et qu'on a un enfant à cet âge-là, on sent qu'il commence à nous parler différemment, on comprend pas trop d'où ça vient ni qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Ça fonctionne super bien et puis, bien sûr, vous l'avez, j'imagine, en tête, mais le running gag avec nostalgie, quand même, c'est plutôt bien trouvé et rien que d'y penser, ça me fait rire avec, là encore, un design sur ce personnage-là. Vraiment la petite grand-mère toute gentille qu'on renvoie gentiment, chez elle ou non, pas encore, il est encore un petit peu trop tôt pour que tu viennes. Tout ça, c'est un petit peu plus, en surface, mais ça contribue au fait qu'on passe globalement un super moment devant ce film. Je l'ai vu, 2 fois, en salle, une première fois, solo, une deuxième fois avec madame et voilà, ça marche globalement bien. La salle réagit même très, très bien, à ces différents niveaux de blagues et différents niveaux de référence, on va dire. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur les, références, Vice Versa 2, c'est un film qui fait appel à l'expérience qu'on a tous eue de l'adolescence, à savoir cette évolution depuis, l'enfant qu'on est, qu'on avait sûrement envie, d'être et de rester. On est tous certes un peu des grands enfants, j'espère que vous l'êtes aussi. Moi, je le suis aussi, c'est pour ça que je continue de m'intéresser, au cinéma d'animation, mais en essayant de l'élever à hauteur, d'adulte, certes. Mais il s'avère que là, en l'occurrence dans Vice Versa 2, on a un passage qui est vraiment crucial entre, l'enfance et l'adolescence, avec cette question un petit peu, cruciale, encore une fois, cet, âge-là, à savoir qu'est-ce qu'on laisse derrière nous et qu'est-ce qu'on, veut être, qu'est-ce qu'on veut emmener par la suite, qui on veut être par la suite. En l'occurrence pour Riley, c'est, assez simple, hein, mais il y a, ses, amis, d'enfance d'un côté, ses nouveaux amis potentiels de l'autre. Où est-ce que je me situe par rapport à ces groupes-là? Comment est-ce que j'essaye d'évoluer vers un autre type de personne, de mûrir, de grandir, mais en essayant de ne pas renier qui je suis et surtout cette question fondamentale, qui est-ce que je suis? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me vois? Toutes ces questions-là sont des questions typiques de l'adolescence et ça, Vice Versa 2 le fait particulièrement bien ressentir. L'autre gros point fort de Vice Versa 2, c'est bien sûr un de ses personnages principaux, le principal ajout de cette suite, à savoir le personnage d'Anxiété, qui est joué donc en VO par Maya Hawke. C'est le meilleur ajout, clairement, de cette suite, qui parlera là encore à énormément de monde. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui est forcément très très sujet à l'anxiété, aux crises d'angoisse, à l'idée de faire tourner mon cerveau en boucle, jusqu'à m'empêcher de dormir. Mais je comprends bien sûr d'où ça vient. Et là encore, j'étais avec madame pour la deuxième séance et je peux vous dire qu'elle a été particulièrement touchée par ça. Elle s'est retrouvée dans pas mal de situations qui sont de nouveau mises en image de manière très très maligne. Je vais spoiler légèrement notamment cette scène sur les projections qui met justement en scène Anxiété comme un genre de boss un petit peu tyrannique qui dicte ce qu'il doit faire à des employés qui sont réunis dans des blocs collés les uns à côté des autres. Voilà, on comprend assez facilement ce à quoi ça fait référence. C'est la force de cette écriture de réussir à mettre en image des éléments qui se passent dans notre tête de manière complètement inconsciente. Pour enchaîner avec le personnage d'Anxiété, et là on va basculer peut-être un petit peu plus dans les points négatifs. Comme dans le premier Vice Versa, je trouve que c'est un personnage qui prend malgré tout un peu trop de place par rapport aux autres personnages, notamment fierté, embarras et ennui d'une certaine manière sont un petit peu sous-exploités par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Fierté notamment, et c'est un petit peu dommage par rapport à son interprète, Ayo Edebiri, que vous avez peut-être découvert dans The Bear, sinon je vous encourage à aller voir The Bear. C'est un petit peu le faire-valoir, elle n'a pas vraiment suffisamment de personnalité, de place tout court pour s'exprimer. Embarras, forcément, on le reconnaît un petit peu plus parce que lui, il prend de la place, j'ai envie de dire, visuellement, dans le cadre, et il a quelques scènes un petit peu plus comiques. Ennui également avec ce gimmick du smartphone, de l'adolescent un peu rebelle, blasé, etc. Mais d'une manière générale, ils ont trop peu de scènes, trop peu de moments où ils brillent pour ne pas être considérés comme de simples gimmicks. Voilà, ça c'est pour moi ce qui fonctionne un petit peu moins bien.
ensuite. Et là, on va rentrer un petit peu plus encore dans le cœur du sujet. Pour moi, l'effet de surprise, il a du mal à fonctionner forcément une deuxième fois. Alors peut-être aussi parce que j'avais revu le premier peu avant avoir vu le deuxième, mais on sent que même l'ajout de cette estime de soi, ce nouveau ressort scénaristique, il est finalement à peu près le même que les émotions primaires dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on tend vers de plus en plus de complexité où finalement il ne s'agit pas de reconnaître une émotion, mais pour grandir, de voir ces émotions qui se complètent, qui s'imbriquent entre elles et qui font que notre psyché va grandir et acquérir de plus en plus de maturité. Donc là encore, on est dans une posture, dans un traitement qui est un petit peu trop similaire, une structure narrative qui plus est très similaire là encore au premier, avec des personnages qui sont perdus en dehors du quartier général, qui sont éjectés assez loin, et dont l'objectif est de revenir encore une fois pour empêcher une catastrophe. Je trouve ça quand même un poil fainéant de pas essayer de modifier légèrement cette structure. De la même manière, Riley vit tous ces événements dans une poignée de jours, exactement comme dans le premier épisode. C'est peut-être un petit peu facile là encore, ça peut devenir effectivement là encore un gimmick, mais j'aimerais dans l'idée d'un futur épisode, ça serait très étonnant qu'il n'y ait pas de Vice Versa 3, là encore on va y revenir, mais qu'on essaye d'étaler un petit peu ça dans le temps. Et d'ailleurs, on en vient pour moi à ce qui est un des principaux points négatifs du film, c'est le traitement de cette puberté. Voilà, c'est le début de la puberté, hein. Riley devient une adolescente, une teenager, parce qu'elle arrive à 13 years old. Et voilà, le traitement de la puberté pour rester dans quelque chose d'assez chaste, d'assez Disney-friendly, on va dire, c'est assez gentillet. Voilà, le bouton puberté qui réveille les personnages au milieu de la nuit, on l'évacue, on l'éjecte littéralement, hein, très très loin. On n'y reviendra pas par la suite. On a ce comportement qui commence à être un petit peu plus irascible, etc. On comprend qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de Riley. Elle sent un peu des aisselles. Ouais, ok, je pense pas que ce soit forcément le premier point auquel on pense quand on parle de puberté, hein, que ce soit pour un adolescent ou une adolescente. Voilà, on est très en surface, vous l'avez compris. Est-ce que ça arrivera un petit peu plus dans le 3 ? Même là, je suis pas tout à fait sûr qu'ils iront aller complètement dans cette direction. Pour moi, ça fait quand même malgré tout que le film passe un tout petit peu à côté de son sujet principal qui est vraiment ce passage à l'adolescence. Voilà, on est peut-être encore dans les prémices, on cherche encore probablement à essayer de parler au plus grand nombre et donc forcément les enfants, même si je trouve que déjà par rapport aux expériences qui sont vécues par Ali dans cet épisode-là, on relègue un petit peu, je pense, derrière malgré tout les jeunes enfants, c'est-à-dire moins de 10 ans, qui peuvent ne pas avoir ressenti ces situations d'anxiété notamment, mais on y reviendra là encore. Je vous renvoie beaucoup à la suite, mais vous avez compris, c'est l'art subtil du teasing. On en reparlera dans la partie C'est pour qui, bien évidemment. Voilà pour mon avis sur Vice Versa 2. Vous l'avez compris, pour moi, il ne va pas tout à fait au niveau du 1, ce qui était quand même assez difficile, hein. Pour moi, ça fait vraiment, le 1 fait vraiment partie des tout meilleurs Pixar. Maintenant, on est face à une suite qui est complètement honnête dans la lignée du premier, qui ne déshonore absolument pas ni le premier ni celui-là. Ça fait partie sans problème des meilleurs films d'animation, voire des meilleurs films tout court de cette année 2024. Et maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir, si vous voulez bien m'accompagner, dans une deuxième partie pour remettre un petit peu plus cet épisode dans le contexte, revenir un petit peu plus sur sa production et surtout sur sa réception et savoir ce que ça induit pour le futur du studio Pixar. Et il y a pas mal à dire, croyez-moi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah! Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Et Riley, il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois.
Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve, pensez-moi. Ah, clairement pas un rêve. Maintenant qu'on est dans l'après sur la post-sortie de ce Vice Versa 2, je vais vous évacuer un petit peu plus rapidement ce qui s'est passé avant, hein, d'autant qu'on avait quand même assez bien défriché le terrain avec l'ami Gauthier dans l'épisode sur Vice Versa, que je vous encourage évidemment à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, et pour avoir un petit peu plus de contexte sur la production en elle-même. Grosso modo, pour revenir un tout petit peu en arrière, Vice Versa, premier du nom, avait été un énorme succès critique et commercial. 850 millions à l'époque, c'était colossal. C'est le sixième plus gros succès commercial de Pixar, d'où la mise en chantier d'une suite qui s'est fait assez rapidement. Le premier film était sorti en 2015 et le développement de la suite a démarré début 2020 avec un film qui a été confirmé en septembre 2022. Donc il s'est passé moins de 2 ans entre la confirmation de cette suite et la sortie, ce qui est relativement court, avec Kelsey Mann donc comme réalisateur qui avait déjà officié sur le premier film, mais qui sera cette fois seul maître à bord, même si voilà, on va encore en discuter un petit peu. Avec Vice Versa 2, c'est un encore plus gros carton. Tout simplement, on est déjà à x2, puisqu'on est à 1,7 milliard de dollars la semaine de l'enregistrement de cet épisode, donc 3 mois après la sortie. A priori, ça devrait se tasser, hein, ça ne devrait pas grossir beaucoup, mais on est sur quelque chose d'absolument colossal, d'autant que le budget était estimé autour de 200 millions, donc vous imaginez un petit peu la plus-value réalisée. L'idée, c'est pas de vous saouler avec des chiffres, mais vous avez certainement suivi ça au fil des semaines. Vice Versa 2 est devenu dans l'ordre le plus gros succès de Pixar, puis le film d'animation ayant le plus rapporté au box-office de l'histoire du cinéma, s'il vous plaît, devant La Reine des Neiges 2. C'est même le 8e plus gros succès de l'histoire du box-office mondial. C'est vous dire l'importance de ce film dans cette année, mais on dépasse à peu près toutes les prévisions qui avaient été faites, quand bien même le premier avait été énormément apprécié, que ce soit côté critique ou commercial. Je pense que personne ne pouvait envisager un aussi gros carton pour cette suite. Et en France, pour vous donner une petite idée, on est à 8,3 millions d'entrées. C'est absolument énorme. Alors évidemment, c'est toujours difficile d'estimer un tel succès. Pourquoi on en arrive à de tels chiffres et à de telles fréquentations en salle? Il y aurait la manière un petit peu facile de dire que le premier a été un succès, donc forcément le deuxième va l'être aussi. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça. Vice versa, le premier, on en avait parlé justement avec Gauthier, c'était aussi un film transgénérationnel qui permettait à la fois de réunir les parents, les enfants, les adolescents. On était sur un thème qui était complètement universel, à savoir la découverte des émotions et comment elles se complexifiaient à mesure qu'on grandissait. Et je pense clairement qu'en 9 ans, le film a réussi à avoir une aura encore un peu plus large. Il y a des enfants qui ont découvert le premier Vice Versa jeune et qui n'avaient qu'une envie, c'était de découvrir la suite 9 ans plus tard. Il y a des gens qui ont vu le premier Vice Versa en salle ou peu après, qui sont ensuite devenus parents et qui ont eu envie de montrer le premier film à leur progéniture et d'aller voir le deuxième en salle avec eux. Bref, c'est vraiment un film qui traverse les générations, qui a une aura, comme je l'ai dit, assez démesurée, qui va toucher vraiment au fond des émotions, au fond des gens. Et c'est ça qui fonctionne et qui avait créé énormément d'attentes autour de ce film. Maintenant, évidemment qu'un tel succès, comme je l'ai dit, c'était assez difficilement prévisible malgré tout, d'autant que, et c'est là où je vais rentrer dans la partie un petit peu plus business, un petit peu plus tambouille interne chez Pixar, avant la sortie de Vice Versa 2, Pixar, et ça paraît difficile de le penser aujourd'hui, mais était dans une situation extrêmement compliquée. C'était d'ailleurs Pete Docter lui-même qui l'avait annoncé dans une interview. La situation pour Pixar allait se compliquer sérieusement en cas d'échec, voire même de succès relatif pour Vice Versa 2. Il faut savoir, et ça on nous l'a explicité après, que pour le studio, pour qu'un film soit considéré comme un succès, aujourd'hui, il faut qu'il dépasse le milliard de dollars de recettes. C'est colossal, c'est même beaucoup trop en fait. Mais pourquoi est-ce que Pixar était déjà dans la panade? En mai, le studio avait annoncé un plan de licenciement de 175
personnes, à savoir 14% de ses effectifs, et avait déjà licencié 75 employés il y a moins d'un an. Pixar était vraiment dans une grosse galère financière artistique depuis le Covid. En avant, qui était sorti le 4 mars 2020 chez nous, a été sacrifié, ou en tout cas il est sorti ensuite dans le peu de salles qui étaient encore accessibles, avec une période où les gens étaient assez frileux pour revenir en salle, forcément. Ensuite, on a eu le parachutage de Soul, Lucas et Alerte Rouge sur Disney+, des films que l'on pourrait presque qualifier de films d'auteur à l'échelle de Pixar, dans le sens où ils avaient été confiés à des personnalités du studio qui essayaient de faire des films un peu plus personnels. Et forcément, en les sortant sur Disney+, ça fait que le retour sur investissement, il est quand même nettement moins important, la visibilité aussi nettement moins importante, et donc les recettes nettement moins au rendez-vous. Ensuite, et c'est là où le bas blesse pour Pixar, ça a été le plantage monumental de Buzz l'éclair, c'est-à-dire le premier film qui est sorti en salle après la pandémie. Et on va s'arrêter un petit peu sur ce cas, puisqu'il est quand même assez intéressant et symptomatique de la politique qui est menée actuellement chez Pixar. Buzz l'éclair s'est planté, on l'a dit, et assez récemment, on a appris via une enquête réalisée par le site IGN, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un article en anglais qui est allé interviewer pas mal d'employés de chez Pixar, d'employés et d'ex-employés. On a appris qu'en interne, le plantage de Buzz l'éclair, il avait été en grande partie attribué à un bisou lesbien entre deux personnages au début du film, dans l'intro. Et donc, on en arrivait à la conclusion que pour que Vice Versa 2 fonctionne, on devait faire en sorte de freiner le plus possible toute éventuelle allusion à une homosexualité du côté du personnage de Riley. Alors, pas que le personnage était apparu comme homosexuel ni dans le premier ni dans le deuxième, mais pour faire en sorte que vraiment ce soit très clair qu'elle ne l'était pas. Donc on a eu des gens, des ressources engagées pour freiner toute éventuelle inclination du public vers cette idée, avec notamment son rapport au personnage secondaire principal de Val, qui est sa mentor dans ce deuxième épisode. Voilà, il fallait bien faire comprendre que non, Riley égale no gay. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point on a tiré les mauvaises leçons de cet échec, puisque cette scène, encore une fois, cette scène de bisous, c'est un micro-événement perdu dans l'intro de Buzz l'éclair, qui est d'ailleurs la meilleure partie du film, hein, qui repose sur un gimmick à base de sauts temporels. Pendant que lui ne vieillit pas, eh bien sa meilleure amie, qui est donc cette amie lesbienne, qui se trouve être lesbienne, c'est vraiment pas un événement tant que ça dans le film, hein, c'est ça qui est fou en plus, eh bien elle vieillit et commence à développer une vie, à nouer une relation, etc., jusqu'à ce qu'elle meure, pendant que lui n'a que très peu vieilli. Voilà, c'est un moment qui est assez fort émotionnellement, qui rappelle l'intro de Là-haut, et ensuite tout le reste du film se traîne un peu ça comme un boulet, en tout cas n'arrive jamais à dépasser ça, d'autant que, encore une fois, Buzz l'éclair, c'est un spin-off pas très bien présenté d'un point de vue marketing, où on parle d'un film méta qui est censé être celui que Andy a vu dans les films Toy Story, qui l'a fait adorer ce personnage de Buzz l'éclair, ce qui explique pourquoi il a ensuite voulu acheter la figurine que va rencontrer Andy dans le premier film. Voilà, il faut avoir un petit peu tout ça comme contexte pour comprendre Buzz l'éclair, alors que le film ne fonctionne absolument pas du tout à ce niveau-là. Mais non, si le film n'a pas fonctionné, c'est la faute d'un bisou. Bref, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que Pixar va forcément essayer de tirer des leçons de ses échecs pour ne pas les reproduire et faire en sorte d'engranger de plus en plus de sous à chaque fois. Pour Buzz l'éclair, la raison en interne, eh bien vous l'avez compris, je vous en ai parlé. Et pour les autres films que sont Soul, Lucas et Alerte Rouge, leur point commun, c'est que ce sont tous des films originaux. Comprenez par là ni des suites, ni des remakes, ni des reboots, etc. Et que donc pour assurer une certaine sécurité financière, il faut retourner à des suites d'IP originales. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est
Pete Docter, encore une fois, dans une interview donnée en 2011. Alors, ça paraît être une évidence, dit comme ça, hein, les 5 plus gros films Pixar, les seuls à avoir dépassé le milliard de dollars de recettes, sont tous des suites. Donc finalement, ça paraît assez logique d'un point de vue commercial de se reposer là-dessus. Et faire des suites, c'est pas forcément un problème en soi. On en a eu des très bonnes suites, hein. On peut parler de toute la série des Toy Story, et ce Vice Versa 2, je l'ai dit, je le rappelle, n'a rien de déshonorant et reste un bon film en soi. Mais quand même, on est dans un studio qui jusque-là essayait de donner un petit peu plus de mou, un petit peu plus de créativité à ses auteurs, et il y en a vraiment à l'intérieur du studio. On essayait à une époque de allier un réalisateur débutant, un réalisateur un petit peu plus confirmé, pour faire en sorte que le débutant se fasse la main et ensuite mène son propre projet, et faire en sorte que lui devienne ensuite un confirmé, qui puisse travailler avec un débutant, etc., etc. Vous avez compris la boucle, sauf que ce cercle vertueux s'est brisé d'une certaine manière, ou en tout cas on nous a fait croire qu'il s'était brisé à cause de la pandémie, à cause de ces films qui ont eu moins de succès. Et finalement, l'exception qui confirme la règle un petit peu dans tout ça, c'est Élémentaire. Élémentaire a connu un démarrage extrêmement poussif, et c'est finalement avec le bouche à oreille qu'il a réussi à dépasser la barre des 500 millions de dollars, tutoyer la barre des 600 millions de dollars, ce qui n'en fait pas pour autant un succès aux yeux de Pixar, et donc une formule qu'il ne vaudrait mieux pas essayer de répéter, sous peine de mettre clairement le studio en danger. Malgré ça, la suite pour Pixar, c'est le film Elio, qui est un film de science-fiction qui sortira le 18 juin 2025. Donc on est à quand même un petit moment avant la sortie, hein. C'est un film qui a été pas mal repoussé. On est donc malgré tout sur une histoire, sur une IP originale. On n'est pas sur une suite, mais aussi parce que le film avait été mis en chantier bien avant. Mais après ça, rassurez-vous, vous aurez le droit à Toy Story 5, Les Indestructibles 3, et on imagine, ça ne serait une surprise pour personne, un Vice Versa 3. Autant dire, on revient aux bonnes vieilles formules qui ont fonctionné, même si c'est loin d'être aussi clair. Pour Vice Versa 2, il s'est passé ce qui apparemment se passe de manière assez commune à Pixar, mais qui là a été encore plus renforcé, c'est le crunch. Le crunch, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui est assez commune dans l'industrie, notamment du jeu vidéo, mais qui existe aussi dans le cadre de l'animation et du cinéma traditionnel, notamment dans les entreprises d'effets visuels. C'est le fait de travailler beaucoup, beaucoup plus sur une courte période. En tout cas, c'est censé être une courte période pour faire en sorte que le produit sorte dans les délais prévus. Et là, on a eu ça poussé un petit peu à l'extrême sur Vice Versa 2, avec des horaires de travail largement étendus, très très peu de week-ends, pour ne pas dire des week-ends sacrifiés, avec tout ce que cela implique de conditions de travail, de pression inhérente au travail. Voilà, vous imaginez assez bien le topo. Et ce, alors que Pixar est reconnu pour ne pas avoir les salaires les plus élevés en matière de studios d'animation, voire de studios de cinéma tout court, mais apparemment compense ces pratiques par des primes assez généreuses une fois le film sorti. Sauf que ce que je vous avais pas dit en parlant des licenciements qui avaient eu lieu en mai, hein, on rappelle 14% des effectifs du studio, c'est colossal. C'est que forcément sur ces personnes qui ont été licenciées, beaucoup avaient travaillé sur Vice Versa 2 et se sont donc fait licencier avant la sortie du film. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien tout simplement pas le droit au fameux bonus, puisqu'ils ne travaillaient pas dans l'entreprise au moment de la sortie du film en juin. Donc forcément, cette annonce qui n'était déjà pas très bien passée dans l'industrie, ou en tout cas aux yeux du grand public, là d'un coup, elle prend un deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, dans le sens où ça a fait économiser à l'entreprise encore plus d'argent que prévu. Voilà, donc vous imaginez un petit peu l'état d'esprit qu'on peut avoir quand on a passé des jours et des jours, voire des semaines et des mois à bosser de nombreuses heures sur un film qui connaît un succès sans précédent, sans vous, pendant que vous vous êtes laissé faire vos cartons et rentrer chez vous sans rien. Là encore, vous pourrez me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça? C'est quoi l'idée derrière? Tu as envie qu'on lance un grand boycott de Pixar pour dénoncer leurs pratiques dégueulasses, à mort le capitalisme, tout ça? Alors, pas vraiment, ou en tout cas pas complètement, mais c'est pour vous faire prendre conscience des logiques qui régissent ces industries-là. On est, je vous l'ai dit, sur des considérations en termes de succès, avec des attentes de la part des producteurs de plus en plus élevées. Et qu'est-ce qui permet d'atteindre ces standards?
standards, ce sont donc ces suites d'œuvres bien connues, pendant que tout le reste, si ça ne fonctionne pas, et on va aller presque faire en sorte que ça ne fonctionne pas en les marketant moins, que tout ce reste-là, que ces œuvres originales auxquelles on pouvait donner une chance fut un temps, eh bien, elles ne voient tout simplement plus le jour. Donc tout ça pour vous dire que quand vous allez voir un Vice Versa 2 et pas un élémentaire par exemple, eh bien vous faites un choix. Malgré tout, vous choisissez quel type de film vous avez envie de voir, en quel type de film l'industrie doit croire. Et on peut tout à fait juger que Vice Versa 2 est un meilleur film qu'élémentaire, d'ailleurs je le pense moi-même, hein. Mais en revanche, est-ce qu'on a envie de n'avoir que des Vice Versa 2, 3, 4, 12 dans le paysage cinématographique aujourd'hui, ou est-ce qu'on a envie d'avoir des œuvres originales qui peuvent nous surprendre? On sait jamais, ça peut arriver, ça existe, ça a existé. Rappelons-nous que c'est comme ça que Vice Versa premier du nom a émergé. Eh bien personnellement, je préfère la deuxième option. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a bien plombé l'ambiance, on va essayer quand même de revenir à notre sujet et à Vice Versa 2 en se posant la question rituelle d'un épisode d'Animedia, à savoir, c'est pour qui Vice Versa 2? Bon alors déjà, visiblement c'est pour absolument tout le monde sur cette planète, hein, sinon le film n'aurait pas cartonné comme il l'a fait. Moi je mettrais un petit bémol, mais peut-être que ça ne concerne que moi, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je pense que son message un petit peu moins universel que dans le précédent, un petit peu plus ancré sur une certaine période qui, je pense, il faut avoir vécu pour la comprendre, exclut de fait les 4-8 ans qui auraient pu prendre du plaisir sur le premier film, mais qui vont sûrement être un petit peu plus largués sur certains points dans le deuxième, ce qui ne va pas les empêcher d'être contents de retrouver les personnages qu'ils ont connus dans le premier, hein, notamment colère, joie, etc. Mais peut-être que pour eux, ça sera un petit peu plus difficile de comprendre anxiété, embarras ou fierté, ou même voilà, les blagues à base de nostalgie. Je pense que ça leur passe un petit peu au-dessus, mais à la rigueur, comme on le disait pour le premier, les vice-versa sont des films qu'il faut revoir à différentes étapes, à différents âges de sa vie. Et puis à l'inverse, pour l'avoir vécu autour de moi, j'ai l'impression que ce deuxième épisode peut encore plus toucher certaines personnes que le premier, notamment des gens soumis particulièrement au stress, aux crises d'angoisse, etc., qui vont véritablement se retrouver, mettre des mots ou des images sur des sensations qu'ils ont pu ressentir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, chacun va un peu trouver midi à sa porte. D'autres vont penser que le 2 pousse les potards encore un petit peu plus loin, en donne un petit peu plus, le fameux more of the same qu'on est en droit d'attendre d'une suite. Moi, je suis plutôt parti de la team qui préfère le message un petit peu plus universel du premier. Quoi qu'il en soit, comme vice-versa premier du nom, le 2 est un excellent sujet de discussion parents-enfants. Je pense que c'est vraiment un film à voir en famille pour pouvoir en discuter et pour pouvoir peut-être pour les parents se rendre compte de situations vécues par leurs enfants. Passons maintenant à la note que j'attribue à Vice Versa 2. Et donc, vous l'avez compris, en ce qui me concerne, je vais le placer en dessous du premier. Je vais lui attribuer la note de 4 étoiles sur 5, ce qui le place, pour ne parler que de deuxième épisode, au même niveau que Toy Story 2 ou Dragon 2, mais derrière d'autres suites comme Le Chapeauté 2 ou Les Indestructibles 2. Toutes ces notes sont à retrouver sur le compte Letterboxd XD d'Animedia que je vous invite à aller consulter. Et dites-moi, vous, ce que vous en pensez et quelle note vous auriez attribué à ce Vice Versa 2. Pour justifier quand même en quelques mots, même si je l'ai déjà plus ou moins fait, pour moi c'est quand même une suite qui fonctionne très bien, qui est hyper qualitative, toujours aussi drôle et toujours aussi forte pour nous faire passer à travers tout le spectre d'émotions. Mais il manque quand même l'effet de surprise. On a quand même une redite au niveau de la structure narrative et ça reste un petit peu gentillet pour moi sur la question de l'adolescence, de la puberté. Gentillet dans le sens où ça passe peut-être un petit peu à côté de son sujet et on a encore un petit peu trop de persos qui font tapisserie à mon goût. Nous arrivons à la fin de cet épisode de rentrée d'Animedia. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule où la critique vient en premier et le contexte derrière. C'est un test qui, je pense, s'appliquait bien à cette sortie spécifique, mais si jamais ça vous a séduit, eh bien peut-être qu'on en restera là. J'avoue que je me cherche encore un petit peu au niveau de la forme, donc je prends bien évidemment tous vos retours.
Je me suis un petit peu plus étendu que d'habitude, mais c'est aussi l'avantage, on va dire. J'essaie de me rattraper aux branches comme je peux, de sortir bien après la sortie d'un film. C'est qu'on a forcément beaucoup plus de contexte et beaucoup plus de témoignages. Et je vous renvoie, là encore une fois, si vous êtes curieux sur le sujet, à l'article d'IGN qui est disponible dans la description de cet épisode. Un épisode que vous pouvez retrouver absolument partout sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, n'importe quelle plateforme d'écoute de votre choix. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour commencer et ensuite à me laisser un maximum d'étoiles, un pouce, à partager l'épisode, à en parler autour de vous. Vice Versa 2 est sorti il y a un petit moment maintenant. Vous avez sûrement dû en discuter avec des gens. Vous avez forcément des gens autour de vous qui l'ont vu. La discussion reste ouverte de mon côté également sur les réseaux sociaux d'Animedia, notamment Blue Sky et Instagram, un petit peu Twitter également. Je vous donne rendez-vous très vite, cette fois promis, juré, dans un nouvel épisode. Je vous l'ai dit, l'actualité est très chargée en ce dernier trimestre 2024. D'ici là, portez-vous bien et des bisous. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps.